Et coucou Juliette. Salut Mo. Comment ça va bien? Euh, Bien, merci de me le dire. Eh ben C'est super, bah sympa, alors. voilà. Donc je suis chez vous, chez toi, Oui. dans ce magnifique lieu que tu m'as Mhm. fait un petit peu visiter, mais on ira retourner faire une petite visite. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce lieu, de ta structure? Dis-nous tout. Oui, je vais faire un peu plus court que ça, mais du coup, ce lieu qui est dans les Pyrénées audoises à 1000 mètres d'altitude, on y est installé avec David depuis 2008. Hmm. On a acheté les terres pour le projet agricole de pépinière et de verger de production de fruits. Et ça faisait suite à des années de formation que j'ai faites à la pépinière Bury, qui n'est pas très loin de chez moi. Et c'est avec eux que j'ai appris tout. Le métier, les bonnes rigolades et la vie alternative. Dans une maison, enfin eux ils habitent dans une maison en autonomie énergétique, en autonomie en eau. Hmm. Ils font quasiment tout leur potager. Ils consomment surtout ce qu'ils produisent. Enfin, la rencontre avec Jean-François et Katharina Bury, ça a été vraiment un virage. Hmm. Et ça a été majeur, Hmm. vraiment. Sans la rencontre, je ne serais peut-être pas pépiniériste aujourd'hui. Super. Euh, et ils m'ont vraiment transmis le goût des fruits. À la base, ils étaient crudivores, donc ils ont évolué après dans leur pratique, mais ça donne un peu une idée de... Comme ils sont pointus sur les goûts de chaque fruit, et puis aussi les périodes de maturité, il faut en avoir le plus longtemps possible, des très bons fruits. Donc ils m'ont initié à tout ça. Clairement, je ne suis pas tombée dedans. Je rêvais pas d'être pépiniériste quand j'étais petite. Ah bon? Et non, il y en a, mais moi ça n'était pas le cas. Je Super. savais même pas que ce métier existait. Hmm. Et en fait, quand j'ai commencé des études agricoles, c'était en arboriculture. Et j'ai D'accord. découvert la pépinière à travers le stage que j'ai fait chez eux. Et puis ensuite en travaillant chez eux pendant 2 3 ans en suivant. Voilà. Donc ça Et c'était très important. ah, superbe. Et combien Mhm. de temps tu as été avec eux, plus ou moins, Alors du j'ai coup? été avec eux donc sur la période de formation et de salariat à peu près 3 ans. Et Mhm. puis ensuite, comme eux ils souhaitaient réduire leur activité, ils commençaient à être un peu âgés, fatigués. Ils m'ont proposé de collaborer Mhm. euh, pour la production et la vente. Et donc on s'est pas installé chez eux, mais on s'est installé pas très loin de chez eux. On est à quoi, 30 km peut-être de leur Ok. pépinière. Mhm. Et on a dès le début produit pour produire les arbres que eux ne faisaient plus. Donc c'était très aidé comme installation, Bah parce oui, que oui. pour la vente, en fait, on n'avait pas vraiment de questions à se poser. Mhm. Eux réduisaient leur production et comptaient sur nous pour faire les arbres qu'ils n'avaient plus. On allait ensemble sur les foires, on vendait ensemble, on a fait un catalogue commun. Et ça, on a fait ça jusqu'à leur retraite, donc je sais plus, pendant 7 ans, 8 ans. Ok. Ça a été une très très chouette collaboration, sachant que d'un point de vue climatique, eux, ils sont plus bas. Donc ils peuvent produire, et c'est ce qu'ils faisaient, hein, des figuiers, les amandiers, les essences plus méditerranéennes ne posaient aucun Hmm. problème pour eux. Donc au début, on avait partagé la production, on faisait, nous en montagne, les essences plus rustiques, pommes, prunes, poires, cerises, et eux se focalisaient sur tout ce qui était plus méditerranéen. Super. Et voilà. C'est bien une collaboration justement, sans, voilà, sans avoir à se tirer dans les pattes. Oui. Je fais ce que tu fais pas et inversement. Mhm. Et donc la meilleure des collaborations qu'on puisse C'est avoir, quoi. effectivement la meilleure des collaborations. J'en ai vécu plusieurs types ensuite, qui ont toutes été des très riches expériences, Hmm. très positives et aussi très difficiles. Donc c'est toujours l'occasion d'évoluer ensemble. Mais je crois que ce qui est important dans la collaboration, qu'elle soit vraiment très claire, comme ce qu'on a vécu avec Jean-François et Katharina, où c'était dit, on Mhm. travaillait ensemble, on avait un catalogue commun, ou même la présence d'autres personnes autour. Ça a toujours été très important, alors pas que pour moi, mais pour tous les gens que j'ai côtoyés depuis le début, de faire ça dans un esprit vraiment de bienveillance. Hmm. Enfin, on peut pas se tirer dans les pattes, quoi. Bah non, 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 il Enfin, y a de la on peut place pour tout trouver le qu'il y a des monde. difficultés, on peut avoir un peu des peurs et tout, mais on peut pas Oui, se tirer dans les pattes. C'est juste pas possible, ça va pas avec l'esprit de la petite pépinière. Enfin, mais bien sûr. pour moi, en tout cas, c'est pas possible. Ça, c'est le côté humain. Bon, le côté humain est partout. Ah, le PFH. Le PFH, il est existant partout où on est, quoi. Et Et oui. voilà. Et vous étiez déjà en permaculture?
à cette époque? Alors, Est-ce que vous l'êtes d'ailleurs? est-ce que je peux dire qu'on est en permaculture? Ah, Non, je suis pas sûre parce que déjà, je suis pas formée en permaculture, d'accord. donc je peux pas te dire, bah, ah oui, là c'est sûr, moi j'ai fait un design. Non, j'ai jamais fait de Hmm. design. Je suis pas tout à fait certaine de ce qu'est vraiment un bon design. J'entends parler de beaucoup de permaculture. Oui. J'ai quand même quelques notions, mais notre lieu, il n'a pas été conçu avec ce schéma en arrière-plan. Hmm. Et à l'époque, j'étais pas du tout formée à ça. Et j'aimais même pas, en vérité, quand je me suis installée en reproduisant le modèle de la pépinière Bury, mais j'ai pas fait de tour de France des fermes. J'ai pas fait de tour de France des pépinières. J'ai réalisé après coup, le woofing a commencé en France l'année de mon installation. D'accord. En fait, on s'est installé et le woofing, bon, il existait déjà à l'étranger, on aurait très bien pu y penser. Mais non, nous, on s'est plongé dans l'installation et on n'a pas fait le tour. Voilà. Waouh. Ça Ouais, manque un peu. Après coup, ça manque. Mais Ouais. par les échanges d'expériences, on finit par apprendre aussi comment on fait ailleurs. Par rapport à la permaculture, moi j'avais eu deux réflexions par des interventions extérieures, donc de gens qui, il y a bien des années déjà, Hmm. m'ont dit mais de base une pépinière ça peut pas être permacole D'accord. parce que tu plantes des arbres et puis tu les transplantes. Donc c'était peut-être une vision très restrictive de Hmm. la permaculture, mais comme je ne peux pas me revendiquer comme permacultrice, c'est pas moi qui vais te dire, Hmm. mais ces gens-là me renvoyaient qu'une une pépinière ne peut pas être permacole. Parce qu'on va transplanter des arbres, on va couper les racines, etc. Et que la permaculture, pour eux, c'était tu sèmes en place, tu reproduis tes plants sur place. Et donc, si tu vas acheter un arbre fruitier dans une pépinière, eh ben, c'est pas de la permaculture. Alors, j'ai pas voulu m'arrêter à ça. Très Je me suis dit, bien. c'est un peu restrictif. Ben, complètement. Et puis, depuis, j'ai bien vu que des pépinières permacoles, alors Hmm. peut-être par leur pratique, en tout cas par le type d'arbre qu'elles vendent, parce que c'est aussi devenu comment dire, la pépinière en permaculture, on s'attend à trouver un certain type d'arbres aussi. Arbres et arbustes à baies comestibles, mais pas les fruitiers Hmm. classiques, les fixateurs d'azote. Enfin bon, il y a un, comment dire, un panel de plantes aussi qui vont avec les Ouais. pratiques en permaculture. Mais bon, voilà, j'ai un collègue, sa pépinière c'est permafruit. Bah, à partir de là, tu te dis, bon, bah, il doit bien y avoir cette possibilité. Voilà. Ouais, et puis ça a aussi été récupéré comme un terme maintenant, permaculture, ça a tellement évolué. Mhm, Et puis, comme on dit, c'est pas une façon de jardinage, c'est une façon de penser, oui. une philosophie de vie. Donc, en effet, produire quelque chose qui n'est pas sur place, qu'on va devoir déterrer, Mhm, on va dire c'est pas permanent mhm, culture. Et donc, du coup, ben, c'est un peu. Non, on a le droit de le déplacer oui. et de le Ouais. mettre à la place, peut-être. On verra aussi d'autres arbres qui n'ont pas été permanents, qui ont été placés à des endroits en disant oui, ils vont tenir, et puis tu es la Et qui preuve tiennent pas que forcément, tu as ouais. vu, ça ne tient pas vraiment. Donc Ouais. j'ai vraiment hâte d'arriver à ce point tout à Ah, l'heure. les belles erreurs. C'est important, les belles erreurs. Superbe. Il faut que ça profite à tous. Donc du coup, c'est une pépinière, et qu'est-ce que tu fais à côté d'autres, du coup Au-delà de la pépinière Ouais. d'arbres fruitiers, J'ai mais entendu que tu faisais des greffes et des formations, alors, peut-être. bah, ça, des greffes. Au-delà de la pépinière, je fais des formations de greffes, soit dans des structures de formation, comme Mhm. le lycée agricole à Carcassonne. Très bien. Donc, généralement, je rencontre des porteurs de projets agricoles, pas forcément en lien avec le greffage, mais c'est toujours très sympathique de Mhm. rencontrer des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'installer. Et je fais des formations à la maison aussi. Et il y a. Enfin, c'est toujours des chouettes moments. J'aime bien faire ça. Souvent, donc, ce sont les greffes d'hiver que je transmets, parce que c'est les greffes les plus faciles à pratiquer quand on n'est pas pépiniériste. Mhm. Donc, c'est les greffes à l'anglaise, greffes en fente, greffes en couronne. Éventuellement, si le public est un peu averti, le chip budding. Mhm. Et les greffes d'été, j'ai cherché à les transmettre au début, mais c'est quand même très spécifique. Donc les greffes à l'écusson. Surtout, il faut des porte-greffes petits, bien en sève. Et quand on n'est pas pépiniériste, c'est rare qu'on ait sous la main des porte-greffes de la bonne taille. Et le taux de reprise était enfin, il était beaucoup moins bon pour les stagiaires. Donc je me suis vraiment recentrée sur les stages pour les greffes d'hiver.
Je faisais aussi beaucoup de stages de taille douce au début. J'ai eu la chance quand j'étais chez les Bury de faire des nombreuses formations avec Alain Pontopidan, qui était un bon ami à eux, et qui faisait des formations chez eux. Donc quand moi j'étais en stage et qu'il y avait une formation, j'avais le droit de la suivre, c'était super bien. donc j'ai beaucoup appris lors de ces formations, et au début on est parti aussi sur notre verger sur l'idée de faire de la non-taille, même pas de la taille douce. On en est un peu revenu, mais j'ai quand même fait pas mal de formations aussi en taille douce, restauration de vieux vergers, parce que dans notre environnement proche il y en a beaucoup. Et après, finalement, j'ai aussi un peu introduit la formation de jeunes arbres. Après, comme j'ai, par manque de temps, arrêté un peu de m'occuper de mes propres arbres, du verger, ce qui n'est pas forcément la chose à faire, mais ça s'est fait comme ça, j'ai aussi arrêté les formations, parce que j'aime pas l'idée de transmettre quelque chose que je ne pratique plus. Ça me paraît un peu malhonnête. Bon, il y a plein de gens qui le font, ça les dérange pas du tout, mais personnellement, ça me posait un petit souci. Voilà, donc plus de stage de taille pour le moment. Mais ça va revenir sur d'autres formes, pas que la taille douce. D'accord, voilà. Donc taille d'hiver, c'est à partir de novembre-décembre? Alors la taille, on peut la faire à plusieurs moments, qu'elle soit douce ou pas douce. Je dirais plutôt à partir de janvier-février, enfin même février-mars, si on peut pas beaucoup d'arbres à tailler, on peut le faire tard en saison. Ça évite de laisser des plaies tout l'hiver. Et sinon la taille en verre, en juin, juillet, c'est très très bien. Petites interventions, ça cicatrise très vite. Ça, c'est des bons moments pour tailler. Voilà. Trop bien. Ouais. Et donc, par rapport à cette approche, est-ce qu'on fait de la permaculture ou pas, j'ai réalisé que d'une manière inconsciente, dans l'ignorance complète, on peut dire que pour certains pans de notre activité, on est dans la permaculture. Et même dans certains pans de notre installation, ça peut être, alors c'est pas lié directement à la ferme, mais la construction de ce bâtiment, par exemple, dans lequel nous sommes, la maison, le bois, il vient des forêts autour, il a été débité à la scierie qui est à 5 km de là, et la charpente, elle a été montée par un charpentier à quelques kilomètres aussi. Super. La paille qui est dans les murs, elle vient de notre voisin qui est paysan boulanger, et donc David, il a acheté une petite botteleuse à mettre derrière le tracteur, et il a été faire les bottes de paille directement en fait dans les champs juste autour de chez nous. Donc si on regarde la maison, bon, bien sûr tout ne vient pas juste autour de chez nous, mais il y a énormément de choses pour lesquelles c'est le cas. Et après au niveau de la pépinière, on essaye aussi beaucoup d'utiliser les choses locales. Donc le compost qu'on utilise, c'est du fumier composté par nos voisins. Maintenant, depuis qu'on utilise donc pas de la paille pour pailler parce que les campagnols aiment trop, mais de la balle d'épeautre, ça vient aussi de chez les voisins, donc ils sont tous en bio les voisins chez nous, donc ça c'est très très pratique. Donc on essaye vraiment d'utiliser les ressources locales. La paille qu'on utilise pour les expéditions des arbres, c'est aussi la paille des voisins. Pour emballer les arbres, on récupère les plastiques qui servent à la coopérative de transformation, là où on fait le jus de pomme, à Cuisa. Ils reçoivent des grandes palettes avec des palettes avec les bouteilles vides. Et le plastique qui est dessus est un plastique très épais, que eux ils balancent à la déchetterie sinon. Donc nous on les récupère. Super. Et ça nous sert à emballer les arbres quand on les expédie. Hop, mais à l'inverse, on ne vend pas que localement, puisqu'on expédie. On expédie partout en France, on expédie en Europe même. Donc tout n'est pas permacole, mais il y a quand même une partie de notre approche qui l'est, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt... On était plutôt content de se rendre compte que finalement c'est une logique aussi à avoir par rapport à son environnement, respecter son environnement, c'est plus écologique, c'est plus économique, enfin tout se tisse et tout est logique dans ce mode de fonctionnement. On est plus à y gagner aussi, parce que du coup on est plus apaisé par rapport à ce que l'on fait dans la vie, et beaucoup plus ça prend le sens, ça prend complètement sens. Complètement ça. Ouais. Donc le fait d'utiliser vraiment toutes les ressources locales au maximum, que voilà, parce que moi, par exemple, mes bois de taille de porte-greffe, quand j'ai greffé, que la greffe elle a prise, le haut du porte-greffe, il va plus me servir. Mais mon voisin, dans sa boulangerie, comme il fait le pain au feu de bois, mais ça, il s'en sert comme fagot pour démarrer son feu. Donc finalement, tout ça, ça peut se nourrir localement, plus ou moins proche. Oui. On essaye de faire ça.
Et donc, du coup, vous avez tout un réseau, du coup. Tu m'as parlé de ton paysan boulanger, Oui, ton oui, voisin. on a cette chance ici d'être entouré de nombreux agriculteurs ou non agriculteurs, hein, mais qui sont tous en bio et qui ont tous une démarche vraiment intéressante sur leur ferme et au niveau de l'entraide. Donc ça permet effectivement d'avoir beaucoup de ressources localement. Donc rien que sur le hameau, donc on a un hameau de 25 personnes à l'année, il y a une chèvrerie avec 25 chèvres laitières. Il y a donc le paysan boulanger qui lui a une activité beaucoup plus diversifiée, donc il fait les céréales, il fait le petit épeautre, il fait du sarrasin, il fait du blé, ils font du pain 2 fois par semaine, ils ont des plantations de fruits rouges, des pommes de terre, et ils font la nourriture culturelle. Ils font une ferme auberge avec de très nombreux spectacles tout l'été, tous les jeudis soirs, ils font venir des groupes. Hors saison, on a aussi parfois du théâtre. Et bon, c'est magique, quoi. Voilà, on peut... Et Pierre pourra en témoigner, on peut sortir à pied et revenir bourré à pied jusqu'à la maison. Alors, attention. Avec les bières locales voilà. du Rodom, voilà, parce que juste au village à côté, il y a maintenant une paysanne brasseur, Margot Morisot, donc les bières de la Gafousse, avec les céréales du coin. Elle fait son houblon, enfin bon, extraordinaire, quoi. Voilà. Futur reportage, attention. Oui, on est dans un coin très très riche. Je t'ajoute même, puisqu'on est sur le local, bonifier le local, le village d'à côté, Galinag, est carrément un village terre de liens. Donc la totalité des fermes appartiennent à Terre de Liens et il y a là-bas un nombre incalculable de paysans de toutes sortes. Donc je ne te fais pas la liste parce que sinon c'est très très long. Alors vous pouvez retrouver toutes les informations au village, à la mairie. Et voilà. Et oui, c'est sûr qu'on pourra certainement trouver tous ces liens pour même la ferme auberge, etc. Oui. Tout autour. Oui. Hein, c'est sûr que. Ouais. Donc oui, on a une densité de fermes plus ou moins jeunes, tout en bio, très très intéressante. Ah, superbe, extraordinaire. Ouais, ça aide. Est-ce que tu veux lui faire un petit tour dans le jardin maintenant? Sauf si tu as encore des questions. Ah Mo, as-tu encore des questions? Non, mais par contre, je vais faire tout de suite ce que je devais faire peut-être à la fin. Oui. T'offrir un petit cadeau extraordinaire. Mais tu n'y échapperas pas. Je n'y échapperai pas. J'ai un petit peu peur, je t'avoue. Mais je me prépare psychologiquement. Un greffon. Et ceci, c'est à la merveille de Soumont. C'est une poire extraordinaire qui vient de Émilie et Clément Flate. Oui. Et donc, du coup, ils ont un poirier qui est dans leur jardin et qu'ils ont retrouvé sous les ronces. Et ils ont dit, elle est extraordinairement bonne. Donc c'est devenu la merveille de Soumont. Et je pense que malgré tous les greffons que j'ai vus en bas, celle-là, tu ne l'as pas. Ah non, alors je ne sais pas si c'est son vrai nom ou c'est eux qui l'ont rebaptisé. Je ne sais pas. Eh bien, la merveille de Soumont, ce sera. Voilà. Je vais la greffer pour l'avoir à la maison. Et pour avoir aussi vu Christelle Fournier il n'y a pas si longtemps, avec sa magnifique tuque, voici un joli bonnet de 1000 mètres d'altitude. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Et voilà. Voilà, incroyable. Eh ben, je te remercie. C'est parfait. Ben, moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. C'est pas vrai. Mais si. Alors, pour avoir vu la magnifique photo de ton ton installation, je pense que tu vas pouvoir faire une création incroyable, inspirée. Bien sûr. Et voilà. Je te remercie beaucoup, beaucoup. On va à la pépinière. Oui. Allons-y. En balade. Ici, nous avons un pêcher qui est un semis. J'ai fait à l'origine, à mon installation, un certain nombre de semis de pêcher avec pour objectif d'avoir des pieds-mères de porte-greffe. Donc en gros, si le pêcher se retrouvait productif et assez résistant à la cloque, je pouvais récupérer les fruits, donc les
noyaux pour les ressemer pour faire du porte-greffe. Mais celui-ci n'a pas démontré une grande résistance à la coque. Et donc il a juste l'avenir d'un porte-greffe, avenir auquel il a résisté, puisqu'il y a ici les greffes des années précédentes qui n'ont pas prise. Okay. Mais cette année est la bonne. Et donc je vais tenter de greffer un certain nombre de ces branches, il en a beaucoup, je ne vais pas toutes les faire, ben on greffe en couronne. Voilà. Donc pour ceci, je m'équipe d'abord de ce délicat outil, la scie. Voilà. Et je viens couper, oh peut-être même un peu plus bas, tiens. Alors pourquoi plus bas? Parce que le pêcher, on ne veut pas le monter trop haut. Donc autant commencer tout de suite la greffe sur la branche un peu basse. Ce sera la branche définitive de toute façon. Là on est plus ou moins à 80 cm. Ouais, ça pourrait être plus bas si je n'avais pas déjà fait une erreur avant. Oui. Okay. Allez. Hop. Petite coupe, hein, légère. Voilà. Et donc je viens greffer pour le coup une variété qui est issue de semis, qui est une pêche de vigne jaune absolument mais extraordinaire. J'en ai mangé l'automne dernier, c'était juste une tuerie quoi. Fondante, incroyable. Donc j'ai pris des greffons en me disant il faut absolument que je la reproduise. Voilà, donc ce sont des greffons qui sont restés très longtemps en jauge. Hein. On va leur espérer un bel avenir. Voilà, l'arbre, le pied mère n'est clairement pas un arbre taillé, donc ça ressemble à rien. Mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, tu as une sélection de ton greffon, tu les prends pas trop petits. Alors oui, j'aime bien la taille à peu près comme ça c'est une bonne taille. Voilà. Mais évidemment, si je veux utiliser quand même la partie du bout, bah, je le ferai. Il y a ce qui est la taille idéale quand on n'est pas très, comment dire, pas très habile, et puis une fois qu'on maîtrise bien son greffoir, on peut greffer toutes sortes de choses. C'est moins sympathique, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, donc là pour la greffe en couronne, donc je vais venir introduire 2 ou 3 greffons sous l'écorce. Donc je regarde à quel endroit je vais pouvoir faire des incisions sans croiser un éventuel nœud qui m'empêcherait, comme ici, de soulever. Donc là, je ne vais pas pouvoir mettre de greffon de ce côté-là. On peut enlever. Ouais. Mais oui, on peut. Donc je vais venir faire une incision ici. Voilà, sous l'écorce qui est un petit peu épaisse. Je peux déjà, si je le souhaite, la soulever. Elle se soulève très bien. Le porte-greffe est en sève. On peut en profiter pour observer qu'effectivement, le porte-greffe n'est pas très résistant à la cloque, puisqu'il a déjà une petite cloque petite cloque qui commence. C'est pas idéal, hein, on préférerait avoir un porte-greffe résistant, mais on fait comme on peut. Alors la préparation du greffon. Je vais donc chercher une zone pas trop abîmée, il y a eu de la grêle l'année dernière chez moi. Voilà, et je vais faire un biseau un peu court, plus long. À peu près de cette longueur-là. Je pourrais le faire plus long, mais ça me semble suffisant. Là, on a au moins 2-3 cm. Oui, on pourrait faire 4 ou 5. Hein. Oui. Je laisse généralement 2 bourgeons. Les greffons sont un peu vieux, je vais en laisser un peu plus. Très bien. Voilà. C'est vraiment de la précaution. Pour le coup, comme je fais très long, je vais rallonger encore mon biseau. On peut se le permettre parce que quand on fait une greffe en couronne, la totalité de notre biseau se trouve en contact avec le cambium, donc c'est juste le top, quoi. Oui. Alors si on veut faire une greffe en couronne vraiment dans les règles de l'art, on ne s'arrête pas à un long biseau. Voilà, on imagine qu'on va venir le placer de ce côté-là. Donc du côté du greffon qui va toucher l'écorce, on va venir enlever une bande pour augmenter le contact. Et si on le souhaite, on peut faire aussi... alors comment on pourrait appeler ça? J'ai oublié le nom. En fait, je viens enlever un peu de bois sur la partie haute de mon biseau, une sorte d'épaulement, pour que ensuite mon greffon vienne reposer sur la partie haute du porte-greffe. Comme s'il y avait une petite retenue. Voilà, il va venir s'asseoir dessus. Superbe. Donc je l'insère. Comme ça on va bien voir. Et le voici. Alors il faudra bien sûr serrer pour que ce soit bien en contact. Je vais préparer un deuxième greffon et éventuellement un troisième. Et ensuite je vais ligaturer. Donc
une incision dans l'écorce. Je soulève uniquement le haut. Normalement, le porte-greffe doit être bien en sève. Donc il n'y a absolument pas besoin de soulever la totalité. Ça doit glisser tout seul. Alors est-ce qu'il est encore en bon état? Pour savoir si le greffon est encore en bon état, ça peut être bien de venir un peu triturer les bourgeons, voir s'ils tombent. Celui-ci par exemple, il a été un peu abîmé. Mais c'est encore vert, c'est déjà bon signe. Et ensuite, là il y avait un bourgeon à fleurs à côté d'un bourgeon à bois. Le bourgeon à bois est toujours là. Le bourgeon à fleurs a disparu. Ici on le voit bien. Deux bourgeons, enfin on le voit bien, c'est tout relatif. Hein. Un bourgeon à fleurs de chaque côté. Et au milieu, le bourgeon est à bois. C'est très important de greffer des bourgeons à bois. À cette période de l'année, donc là on est fin avril, les greffons, ils ont été stockés longtemps. Et pour les pêcher, ça peut être un peu compliqué. Donc les bourgeons à fleurs, à cette période, ils tombent. Mais c'est pas grave, c'est le bourgeon à bois qui nous intéresse. Et le dernier greffon. On soulève un petit peu. Et on le glisse. Merci. On cicatrise tout ça. Alors, bon, j'attache pas toujours avec des choses aussi grosses, mais là, j'ai du sisal sous la main. Je n'aime pas le scotch d'électricien, ça laisse une sale colle sur l'écorce. Or, les arbres respirent aussi par l'écorce. Et voilà, et donc je viens faire le tour. Est-ce que tu laisses quand même les bourgeons qui sont en train de pousser sur le côté? Ici, là, alors oui, c'est très important de laisser des tire-sève. Alors là, évidemment, il y a tout un travail de nettoyage à faire sur l'arbre où on va enlever un certain nombre de choses, mais c'est bien de laisser des tire-sève parce qu'on est quand même très avancé sur la saison aussi du pêcher, même si le froid est revenu. Et il ne faudrait pas lui couper la sève, ça va mettre en danger la reprise de la greffe. Très bien. Donc un tire-sève, bon, c'est un petit tire-sève ça, hein, c'est pas très très grand, mais c'est déjà ça. Alors, on peut attacher au raffia qu'on a réhumidifié. On peut attacher avec toutes sortes de choses. Sur des très gros arbres, on peut attacher aussi, ça se pratique pas mal avec de la chambre à air de vélo. Très bien. Ah bah oui, c'est sans verre. Au moins, il n'y a pas de colle. Non, il n'y a pas de colle. Et puis souvent, ils sont foutus, quoi, les chambres à air, Oui. une fois qu'elles sont percées. On les recycle. Exactement. Toujours cette idée d'utiliser au maximum les matériaux qu'on peut avoir sur place. Et voilà. Et la chambre à air, ce qui est intéressant, c'est que c'est étanche. Oui. Alors que là, il faut mastiquer beaucoup pour étanchéifier la greffe. Ah, je vous ai pas montré la petite... On peut caler éventuellement ici quand il y a un gros trou. Là, ce n'est pas le cas, mais quand il y a un gros trou ici, à l'attachage, on peut caler une petite brindille de bois sous le sisal, là en l'occurrence. Ça vient plaquer. Voilà. Il n'y avait pas ce problème-là, donc j'y ai pas pensé. Mais c'est une petite astuce qui est intéressante. Tu donnes tous tes trucs et astuces, toi. Ouais. Incroyable. Il y en a qui les vendent. Oh non. Ah, quel dommage. Donc là, je viens mastiquer. Le mastic, bah, je l'achète. Hein. Peut-être on peut le fabriquer avec la cire d'abeille. J'ai pas essayé. Pas encore. Pas encore, ça viendra. Puisqu'on va avoir de la cire d'abeille bientôt. C'est un genre de Marbella ou de... Là, c'est... Oui, quoi, ouais, c'est une marque. C'est généralement avec de la cire d'abeille, de l'argile. Alors moi, j'essaye d'éviter parce qu'en altitude, c'est très compliqué quand on greffe en extérieur d'avoir des mastiques qui se chauffent. Enfin, ou en tout cas qui ont besoin d'être chauds ou à température assez chaude pour être utilisables. Parce que quand il fait un peu frais, bah, du coup, on a du mal à utiliser les mastiques. Bien sûr. Voilà. Bon, bah là, c'est pas mal fait. On en met une petite pointe aussi sur le haut. Honnêtement, là, on est au printemps, ça va démarrer tout de suite, la petite pointe sur le haut. C'est pas ça qui va faire la différence. Hein. Il faut que dans une semaine, 10 jours maximum, ça ait démarré, ça. Et si on veut vraiment faire les foufous, on vient en mettre aussi à l'endroit où on a inséré là, au cas où de l'eau viendrait par mégarde. Bon, c'est un peu abusé, moi je le fais pas. Hop, je te montre, mais je le fais pas. Voilà, bon, c'était un conseil. Donc voilà, une greffe en couronne, en l'occurrence sur une branche. On peut le faire sur des troncs, directement. Alors la greffe à l'œil poussant. Greffe à l'œil poussant. Qu'est-ce qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui? La greffe à l'œil poussant, elle se fait au printemps à partir du moment où
le porte-greffe est en sève. Alors ça paraît assez évident, là il a plein de feuilles et tout. Si on le fait un peu plus tôt, ça peut être bien de vérifier un peu haut sur son porte-greffe que ça se soulève bien. Là, je vais partir du principe que l'épisode glaciaire que nous vivons ces derniers jours n'aura pas impacté et que ça va se soulever parfaitement. Bien sûr. Je fais donc une incision en T sur l'écorce et je viens avec la spatule de mon greffoir soulever. Et ça se soulève très bien. Ça n'adhère absolument pas, donc je serai directement sur le cambium. C'est une très bonne nouvelle. Pour nous et pour lui. Je viens prélever un bourgeon à bois sur mon greffon en faisant une incision sous le bourgeon. Voici le greffon que je viens mettre à l'abri le plus rapidement possible sous l'écorce. Je coupe ce qui dépasse et j'attache. Très propre ça. Hein, ah, c'est assez merveilleux. Hein. Je crois que c'est une de mes... Est-ce que tu as une greffe toi particulièrement préférée? Moi je pense que celle-ci elle est quand même très jolie. Elle est très jolie effectivement. J'ai quand même une préférence pour la greffe à l'anglaise. Oui. Que j'aime énormément. Peut-être aussi parce que la greffe à l'œil, j'en fais 2000 et quelques tous les étés. Peut-être une petite lassitude qui se met en place avec le temps. Voilà. Et du coup, tu laisses le haut en tire-jus, en tire-sève? Alors, je les ai déjà beaucoup réduits, oui. Puisque je ne sais pas si tu avais remarqué. Ils étaient là. Pendant que tu installais ta caméra, j'ai donc réduit les porte-greffes. Donc pour l'instant, surtout qu'il va faire froid, je laisse encore un petit peu. Bon, je pourrais les coiffer encore un peu. Et dès que ça va commencer à démarrer, je vais réduire encore. Et puis dès que ça fait un début de rameau, alors là je coupe complètement. Voilà. C'est ma technique, il y en a d'autres. Hein. Il y a des gens, ils ratiboisent direct en mode vas-y, tu vas y arriver. Oui. Voilà, c'est possible aussi. Toutes ces greffes à l'œil, elles permettent de garder la partie haute du porte-greffe comme onglet, donc pour tutorer. Sur une greffe à l'anglaise, comme celle-ci, par exemple, si tu veux mettre un tuteur, il faut que tu rajoutes un tuteur extérieur, en fait, pour pouvoir attacher, pour que ça parte droit. C'est du temps supplémentaire de travail, c'est certain. Donc tout ce qui est greffe à l'œil et chip budding, œil dormant ou œil poussant, la présence de l'onglet, ça fait gagner pas mal de temps pour le tutorage. Ouais. Très bien. Mais c'est plus de travail débourgeonnage, donc bon an, mal an, tu t'y retrouves quoi. Voilà pour les greffes. Alors nous voici dans la pépinière. La pépinière, la voici. Watson, regardez-moi ça, c'est incroyablement beau. Waouh. Je suis pas objectif, désolé. Non, mais c'est beau quand même. Je suis tellement ému de tellement ces belles choses et du beau travail fait. Alors, dis-nous tout. Alors, juste devant, il y a la zone qui était en culture pour 2 ans et qui, normalement, terminait ses 2 ans de travail acharné à l'automne. Mais il restait quelques arbres à la fin de la saison que j'ai décidé de conserver et qu'on a donc remis, quand ils avaient été sortis, sur des rangs. Un peu espacés quand même, parce que l'objectif c'était entre rangs de mettre l'habituel couvert végétal permanent qu'on met pour 2 ans, pour que la terre elle se refasse, qu'elle se régénère, et c'est un couvert végétal hyper varié, il y a des tonnes d'insectes dedans, les abeilles adorent ça, il y a des fleurs à toute saison, c'est assez génial. Et comme on le couche, ce couvert végétal, en plus ça fait une matière et une abondance. Ça redevient un engrais aussi pour les prochaines plantes qui vont voilà, arriver dedans. Au bout de 2 ans, on bâche pour préparer le sol et préparer la plantation des porte-greffes. Et ensuite, c'est bâché pendant 2 ans et en culture pendant 2 ans. Et on peut aller voir juste à côté la plantation qui a été faite en février. On les voit au fond, les bâches de jeunes porte-greffes que nous ne produisons pas, que nous achetons une pépinière en bio, ou la seule, Beaufort. Et quand on ne peut pas, on complémente chez d'autres. Voilà. Beaufort parmi tant d'autres. Non, c'est le seul en bio que moi je connaisse en tout cas. Est-ce que tu aurais d'autres contacts? Dis-moi quoi. Eh ben on vient aller... Ah si, je connais la pépinière Watson. Mais moi je suis pas productrice de porte-greffes. Mais on a des arbres en bio. Du coup. Oui, mais pas de porte-greffes en bio. Voilà. Très bien.
Donc là, on voit en effet les... Alors, il y a des arbres, voilà. Alors ça, c'est un sion qui aurait pu être vendu en novembre, décembre, janvier, février. Mais après, au mois de mars, c'était un peu trop tard. Et donc, on l'a gardé. Il nous reste encore à choisir de le former ou non. On peut juste le laisser pousser en forme libre. Ils sont quand même très proches, hein. Oui. C'est planté à 20 cm habituellement. On n'a pas tellement l'habitude d'avoir des arbres de 2 ans. Donc c'est un peu un essai aussi. Voilà. Et on a profité de ce rang pour mettre aussi des greffes à l'anglaise sur table. Donc on a reçu les porte-greffes en février et on les a greffés à l'anglaise. Ce sont des commandes à façon, des arboriculteurs ou des maraîchers qui nous ont commandé certaines variétés. Et donc on les plante en février et on s'en occupe, mais vraiment comme des petits bébés qui ont vraiment besoin, parce qu'il faut qu'en novembre ils soient suffisamment grands pour que les gens puissent les prendre et les planter. Voilà, alors bien sûr, du moment que la greffe elle a prise, on pourrait dire que c'est bon. Mais il y a quand même un minimum au niveau de la taille attendue, on va dire. Super. Et voilà. Et notre merveilleuse chasseuse de campagnols. Ah. Toujours là. Quelques petits problèmes d'ailleurs de campagnols ici ou pas du tout? Alors on a commencé à avoir des campagnols quand on a commencé à pailler. Ah. Puisqu'au début, donc, comme je te l'ai expliqué rapidement avant, on avait une pépinière qui toute l'année ressemblait à ça. Pas d'herbe entre rangs, pas d'herbe sur le rang. Et c'était très intéressant, mais on a souhaité faire évoluer la pratique. Et en plus de l'enherbement, j'ai décidé de me pailler. J'ai donc fait livrer 2 merveilleuses bottes de paille. J'ai installé la paille. Et je me souviens encore, en terminant d'installer la première botte de paille, quand on a fini de soulever les derniers morceaux de paille, il y avait des campagnols qui couraient partout. Aïe. Et on s'est dit non, ça va bien se passer. Et puis pendant la saison suivante, j'ai perdu des arbres qui se sont fait manger. Mince. Et là, bon voilà. Il a fallu mettre en place des choses. Donc on a arrêté la paille, qui est idéale pour les petites galeries. Et on a essayé de trouver des techniques. Alors j'en profite pour, tiens, tourne un petit peu, te montrer la spécialité de notre chasseuse. Elle est extraordinaire. Elle chasse les campagnols comme voilà. Mais elle les confond avec Pierre aussi. Tout à fait. Elle adore. Elle fait ça pendant que tu greffes aussi. Elle est fantastique. A priori, elle prend de la hauteur pour mieux repérer les campagnols. C'est cela. Incroyable. Bon, mais du coup, je me suis un peu agitée au début. Top 4, enfin, tu vois, les pièges, qu'est-ce que je fais, etc. Et puis finalement, ça s'est régulé. Et j'ai fait quand même des abris à couleuvres. Des perchoirs à rapaces, mais on est un peu trop près quand même du hameau là pour que les rapaces ils viennent chercher le campagnol. Mais les serpents, on les voit, les couleuvres sont vraiment là. Elles étaient déjà là avant, mais il y en a vraiment beaucoup. Et maintenant qu'on utilise les bâches, finalement, les couleuvres, elles adorent ça aussi, les bâches, elles ont chaud. Elles se mettent dessous et elles rentrent dans les galeries des campagnols. C'est fantastique, vive les couleuvres. Voilà. Et les belettes, j'ai vu des belettes aussi courir après des campagnols. Ça, c'est beaucoup de chance aussi d'avoir ça. Voilà, nos chats, quand ils font pas des bêtises, ils chassent aussi les campagnols. Très bien. Et voilà, et les renards. Mais du coup, vous avez pas de poules du coup? Alors on a eu des poules, puis 27 poules en 6 mois. Pour le renard, c'était quand même beaucoup. Oh. Et puis on s'y était un peu attaché à nos poules. Bah oui. Bah, elles étaient là, hein. D'ailleurs, le cabanon là-bas, c'était le poulailler en fait. Hein. En fait, c'était le poulailler d'Anaël. Et quand elle est partie de la région, elle nous l'a laissé. Enfin, en fait, c'était pas le poulailler, c'était les ruches de Stan et Anaël dedans. On l'a transformé, c'est toute une aventure. On a eu des poules avec amour et le renard les a mangées avec amour. Ils ont mangé d'amour. Et pas que, voilà, pas que le renard aussi. Et pour le coup, les rapaces, on les a vus. De magnifiques rapaces qui venaient chasser les poules. Fantastique. Un grand moment d'histoire animale. Mais voilà. Donc ici on est sur la partie de la pépinière, alors pas trop là, mais par ici, qui a été plantée en fin janvier, début février. Cette année, les conditions étaient idéales pour la plantation des porte-greffes. Et donc on a bâché ensuite les entrerangs et on a mis de la balle d'épeautre qui vient de chez nos voisins, donc pour faire une sorte de paillage. Alors c'est pas un paillage complètement étanche, il faut quand même désherber un tout petit peu, mais tellement moins que ce qu'on faisait avant, c'est merveilleux. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer vite fait la terre que tu m'as montré tout à l'heure, à moins que ce soit ici ou... Oui, là, où tu veux. Hein. Non, il n'y a aucun problème. Hein. Quand j'ai tiré les herbes, tu veux dire? On a une semoule couscous extraordinairement belle. Voilà. On peut aller en chercher un peu si tu veux, mais...
Oui, voilà, c'est vrai que c'est, je sais pas, c'est pas mal. Non, là, on va pas réussir. Hein. Je sais pas. Alors ça fait, il y en a plus ou moins, mais oui, on a une terre extraordinaire, hein, je dois dire. Elle est assez incroyable, quoi. Voilà. Donc là, elle a été amendée. Hein. En fait, la préparation du sol, ça a été le bâchage pendant plusieurs mois. Après, il y a peut-être eu un passage de griffe pour enlever un peu les restes de racines. Même pas de grelinette cette année. Et à épandre un peu de fumier composté et planter. Et puis ensuite recouvrir. Voilà. Et encore là, il y a vraiment très peu de vers de terre, mais j'ai été extrêmement surprise en faisant un peu de désherbage sur les rangs d'arbres qui sont déjà greffés. Là, le nombre de vers de terre, c'est juste c'est incroyable. Je pense des jeunes, hein, ils sont tout petits, mais j'étais très contente. C'est toujours plaisir de voir des vers de terre. Il y a des vers de terre à 1000 mètres d'altitude. Ah oui. C'est pas une fake news. Non, c'est vrai. Et voilà. Parce qu'on discutait de ceci avec Christelle, oui. d'à Québec, oui. Et qui nous disait que le terre canadienne ont très peu de vers, voire pas du tout. Ah bon? Et donc du coup, on m'a dit fake news. Oui. J'ai dit ok, on va creuser l'idée. Donc on va certainement avoir des nouvelles de Pierre. Tu attends des infos en fait, ouais, tu attends des infos. Renseigner là-dessus. Mais oui, elle m'a dit non, il n'y a pas de vers de terre. Alors il y a d'autres humuseurs et d'autres arthropodes et autres peut-être bestioles qui amendent le terrain, mais pas le ver de terre. C'est très joli ce petit passage ici là. Oui. C'est un verger. Un verger conservatoire avec beaucoup de pruniers, de l'abricotier, du cerisier, ben bon, surtout des pruniers. Et ils ont déjà... Oh, ils ont bien 9 ans ceux-là, je pense, 8-9 ans. Ouais. Alors ça c'est 9 ans, on va voir tout à l'heure des 15 ans, poires. Ah oui, magnifique, oui. Magnifique. Oui, non, voilà. Alors dans cette partie, ce sont les arbres qui ont été greffés l'été dernier ou maintenant. Ah oui, alors donc cachés pour beaucoup. Donc ce sont les arbres qui vont être vendus à l'automne. On a eu donc une période de froid, -3 le matin, -4 annoncé. Très clairement, les jeunes greffes qui sortent, surtout en poirier, cognacier, abricotier, elles n'aiment pas du tout ça. Donc depuis quelques années, on a acheté d'occasion des arceaux nantais et puis du P30 pour pouvoir limiter les dégâts qui deviennent assez importants depuis qu'on a des températures de 20-25 degrés en janvier et février très régulièrement. Les greffes, depuis que je suis installée, le fonctionnement de la pépinière a évolué très rapidement par rapport au démarrage des greffes et à ces problématiques du coup de gelée tardive qu'on avait quand même déjà avant. On avait de la neige au mois de mai, au mois de juin avant, mais les greffes n'étaient pas aussi grandes et donc ça posait pas de problème. Donc maintenant on arrive à peu près à rehausser normalement, d'après ce qui est dit, de 3 degrés à peu près sous les voiles. On pourrait les doubler, mais bon, il y a quand même des limites. Voilà. Adaptabilité. On essaye. Les plantes sont très résilientes. La première année où j'ai eu une grosse neige lourde sur mes jeunes greffes et que beaucoup de greffes de cerisier ont cassé, en fait il y a des bourgeons qui sont ressortis sur l'écusson. Je ne sais pas si tu réalises la taille d'un écusson, je vous en ai montré un tout à l'heure, là c'est ridiculement petit. Et en fait ça a déjà la capacité de refaire un bourgeon. Alors que ce n'était pas un bourgeon axillaire, il n'était pas déjà présent. Ça a refait un bourgeon parce que le bourgeon a été cassé par le poids de la neige et c'est reparti. Ça fait chaud au cœur quand tu perds une centaine de greffes et que tu vois qu'elles repartent, tu es content. Incroyable. La nature, elle est incroyable. En moyenne, l'hiver, vous avez du moins quelque chose Alors je ne sais pas si la moyenne, ça veut encore dire quelque chose. Cette année, on a dû avoir -12, -13. C'est assez habituel pour ici. Et avant, on l'avait plus longtemps. Maintenant, on l'a eu sur une période extrêmement courte. Voilà. Tout comme on avait de la neige avant, on n'en a presque plus. Et voilà. Et sur cette partie de la pépinière, on a aussi des rangs de vergers. Parce que c'est important de nourrir les équipes qui travaillent
Hein, alors il n'y a pas trop de feuilles, on ne les voit pas encore très bien, mais il y a des pêchers, il y a des poiriers, il y a des pommiers. J'ai aussi mis un peu de kaki, de la prune. Il y a des arbres légumineuses, ils nourrissent pas mais ils font quand même de l'ombre et c'est très bien. Et c'est pour le plaisir gustatif et aussi faire une petite pause de temps en temps l'été quand on greffe, un peu d'ombre, c'est toujours très agréable. Oui, voilà. Bien sûr. Question épineuse. Et je ne parlerai pas de Pyrrhus forcément, mais est-ce que nous irions pas voir... Ah oui, des arbres qui ont du mal à se développer. Mais si, bien sûr, ça me ferait plaisir. Parce que du coup, on n'est pas obligé de faire voir que tout va bien. Non, on peut aussi montrer ce qui ne va pas. Et ce qui n'allait pas. Alors, je peux commencer par un premier exemplaire presque magnifique. Ah. Juste ici. Et puis, on ira voir le deuxième exemplaire. Alors, ceci est un poirier greffé sur cognacier. Comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, le cognacier est un porte-greffe nanifiant. Donc, ça permet d'avoir des petits poiriers qui produisent plus rapidement, mais on l'espère abondamment. Mais alors petit, oui, mais quand même. Hein. C'est-à-dire que bon, bah, cet arbre a 15 ans, voilà, il est magnifique, n'est-ce pas? C'est simple. Superbe, hein, vraiment un développement. 9, 15. Bon. On peut le mettre dans la poche encore. Voilà, alors il a été planté dans une grasse prairie et n'a pas été entretenu au pied pendant sa tendre enfance. Il n'a jamais été arrosé, voilà. Bon bah écoutez, vous voyez son tronc est absolument incroyable, 15 années de pousses forcenées. Voilà, donc un arbre qui a manqué de soins, parce qu'ici il y a un peu de terre quand même, il faut le dire. La terre est bonne, voilà. Mais un poirier greffé sur cognacier est un arbre exigeant. Exigeant en soins, et ce pour la totalité de sa vie. Et éventuellement exigeant en eau, ce qui est quand même quelque chose qui est de plus en plus à prendre en compte, parce que même dans des endroits où il pleuvait beaucoup, il ne pleut pas forcément beaucoup à certaines périodes de l'année. Donc évidemment, un arbre comme ça, c'est pratique, il n'est pas très grand, mais la productivité, elle est forcément altérée. Parce que, je ne sais pas si vous voyez la pousse de l'année dernière. Je vais vous montrer la plus grande pousse de l'année dernière. La plus grande ? Là, et voilà. Il a dû faire un peu moins de 10 cm de pouce de ce côté-là. C'est-à-dire rien. Donc c'est pas terrible. Donc je propose qu'on aille voir un sujet encore plus... nanifiant. Ouais, nanifié. Le pauvre, il a beaucoup souffert. Alors, il fait assez froid. Je propose, si personne n'est allergique, que l'on puisse passer devant les ruches, puisqu'a priori elles ne sortent pas. Est-ce que tu es allergique aux abeilles? Piqûres d'abeilles plutôt? On verra. Ok, parfait. Essayons. Essayons. Je tente l'aventure. Bah, je pense pas qu'elles sortent là. Honnêtement, il fait pas assez chaud. Voilà. Coucou. Ça s'agite pas vraiment beaucoup. Non, non, il fait des températures extrêmement fraîches. Voilà. Donc ça c'était un verger aussi de variété de... C'est un verger conservatoire, oui. Parce que je n'ai pas compté le nombre de variétés qu'il y a au catalogue, mais au début de l'installation, je me suis servi en greffon chez les Bury. Oui. Mais l'objectif, c'était aussi de pouvoir devenir autonome. Et puis leur verger était un peu vieillissant. À partir de là, c'était pas forcément bien de compter sur eux ad vitam aeternam. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la grande aventure? Je ne suis pas sûr que les gens soient vraiment prêts. On n'arrive même pas à le voir sur l'écran. Non, il est là. Il est là. Alors lui, c'est un pommier quand même. Hein. C'est un pommier qui fait des fleurs. Il a 15 ans. Il a été planté sur du presque caillou, dans un sol assez pauvre. Lui aussi, il a été planté dans une prairie de graminées hyper concurrentielle. Alors même s'il a bénéficié pendant quelques années au début d'un travail du sol autour, il n'a quasiment pas eu d'arrosage. Et puis dès que la prairie elle est revenue au pied, eh ben, je ne pourrai même pas vous montrer la pousse de l'année dernière puisque je n'en vois pas. Voilà. Donc c'est très très important le soin qu'on donne. D'abord le bon choix du porte-greffe. Oui. En fonction de son sol, du temps qu'on va vouloir mettre à entretenir l'arbre. Et ça, c'est indispensable, quoi. Parce que bon, c'est... plus ou moins combien de pommes il a fait l'année dernière?
À part compter les fleurs et encore, on sait pas. Ah non, bah ça c'est celle de l'année dernière, je saurais pas te dire. Il a dû en faire une ou deux. Voilà. C'est déjà bien, mais je suis même plus sûre s'il les a menés au bout. Parce qu'avec un faible système racinaire, en conditions un peu sèches, un peu chaudes, il est possible qu'il les ait largués avant la fin. J'ai plus de souvenirs, je t'avoue. Très bien, ouais. Du coup, ça c'est un M quelque chose. Alors oui, c'est M106 même, je peux le dire. M106. Ouais. Donc si on voudrait éviter ce genre de problème, peut-être commencer soit par un franc. Oui. Donc demander déjà demander quel était le porte-greffe sur le pommier que vous avez acheté. Oui. Et ça puis c'est une évidence. après, Ouais. certes, s'il est franc, il va monter peut-être à 15 mètres, 20 mètres. Alors sur un sol comme celui-ci, Oui. du coup, bah non. Un franc, il D'accord. va rester petit. Parce que le sol n'est pas bon. Donc quelque part, le franc, il va permettre d'avoir un arbre qui est quand même existant et qui Très va bien, quand oui. même grandir. Et il ne sera jamais à 15 mètres. Il n'y a qu'en Normandie, dans les prairies, avec Oui. de la terre hyper profonde, qu'on va avoir des pommiers aussi grands. Voilà, Ok. je crois que nous avons abandonné un chat qui est en errance là-bas, Ah qui est non. désespéré. Minou. Mais nous voilà donc les magnifiques belles erreurs à Ouais, ne ouais. pas reproduire. Mais c'est aussi tout le travail du pépiniériste, c'est de bien conseiller les gens pour qu'ils n'aient pas ce genre de problématiques. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions à votre pépiniériste. Oui, Et si vous en posez pas, bah changer de pépiniériste. posez-lui des questions. Mais si personne ne se parle, ça va pas avancer. Non, mais Ouais, je crois je que tout le monde est assez au courant de ça. Hein. La problématique dans les jardineries qui revendent, c'est qu'ils sont, c'est même pas indiqué sur les étiquettes le porte-greffe des Le plantes type. en pot. Et oui. Et que, donc comme en plus on peut même pas voir le système racinaire, on peut même pas avoir une idée de ce que c'est, puisqu'avec un peu d'expérience, en le regardant, on a vaguement une idée déjà si c'est un franc ou si c'est un anifiant. Éventuellement, hein, c'est pas donné à tous les coups, donc on ne sait pas. Donc les gens ils achètent des plantes en pot qui payent fort cher et ils savent même pas c'est quoi le porte-greffe. Voilà. Voilà. Vive les petits pépiniéristes d'à côté de chez vous qui peuvent vous donner des renseignements. Independenza. Superbe. Et voilà. Eh ben, Eh ben, écoute, on a fait quand même nous, une on a fait superbe visite. beaucoup de choses déjà, hein, Et effectivement. oui. Tout à fait. Donc j'aimerais te dire merci pour l'accueil, merci pour cette visite, merci pour ces conseils, merci pour ces greffes, merci pour tout finalement. Ben, merci d'être venu si loin dans ce froid. Voilà. Et merci magistral. à l'univers de m'avoir Oui. ramené jusqu'ici parce que c'était vachement instructif. Tant mieux. Et donc longue vie à la pépinière Watson qui, on peut le dire, vous avez un site internet. Oui, Mais attention, ce n'est pas un site marchand. et non, Eh non. il faut nous appeler ou nous envoyer un email pour commander. Et voilà. Et oui, Et puis ben longue vie à vous. merci beaucoup. Et merci à toi, merci à David de cet accueil. Et à très bientôt. À bientôt.